Bonsoir, je suis donc chargé de vous faire passer de la crise financière qui a été abordée la semaine dernière par Patrick Bolton à la crise économique. Et donc cette conférence se situe au milieu du cycle. Première conférence, la crise financière. Dernière conférence, la conférence la plus optimiste, la sortie de crise. Et moi je suis un petit peu entre les deux et je suis censé vous parler de le passage de la crise financière à la crise économique. Alors la première chose est que lorsque on m'a proposé de traiter de ce thème, j'ai un peu hésité parce que je ne suis pas vraiment un spécialiste de la crise. Et autant je me sentais capable de donner des conseils en ce qui concerne le choix des conférenciers pour ce cycle, je ne me sentais pas comme un conférencier obligé. Et puis, après tout, je me suis dit, est-ce qu'il y a des spécialistes de la crise? Et en fait, d'une certaine manière, et c'est un peu l'excuse que j'ai pour parler devant vous ce soir, il n'y a pas de spécialiste de la crise, parce que la crise est... Je vais parodier Marcel Mauss qui avait parlé de fait social total pour parler de phénomènes sociaux qui impactent l'ensemble de la société. Un fait social total. La crise économique, de la même façon, c'est un fait économique total. C'est un fait économique total qui renvoie évidemment à l'histoire économique. Et comprendre la crise économique, c'est la comprendre au regard de ce qui s'est passé autrefois. Il y a des crises économiques récurrentes. Deuxièmement, pour comprendre la crise économique, il faut bien comprendre les événements. Alors les événements de la crise actuelle, auquel Patrick Bolton nous a introduit la fois dernière, sur lequel je reviendrai et j'irai un peu plus loin, bien entendu. On ne peut pas comprendre la crise si on ne comprend pas ses mécanismes. Et ces mécanismes, ça fait appel à l'ensemble de la théorie économique. Et ces mécanismes, c'est pas seulement les mécanismes de la crise. On ne peut pas comprendre la crise si on ne comprend pas les mécanismes économiques de temps calme. La crise, c'est un moment turbulent. Et donc, ce qui s'y passe est différent de ce qui se passe dans les périodes de temps calme, mais il faut comprendre l'un et l'autre si on veut bien comprendre la crise. Et puis enfin, il faut comprendre les institutions, les politiques, le cadre institutionnel des politiques. Et donc tout ça, ça fait beaucoup de choses. Alors naturellement, je ne prétends pas du tout vous faire discuter de tous les points en profondeur. Je vais faire un survol sur le thème, sur le sujet qui m'est imparti aujourd'hui. Je ferai un choix assez subjectif des éclairages que je vais donner, en espérant que la réunion de ces éclairages vous introduit bien au sujet qui est le nôtre ce soir. Donc je vais procéder en 4 parties. Je reviendrai un petit peu sur le thème d'abord pour un petit peu... je dirais ça à titre d'échauffement. Je vais revenir sur le thème des crises dans l'histoire, en rappelant peut-être ce qui s'est passé et comment ce qui se passe aujourd'hui se situe par rapport à ce qui s'est passé. J'aurai une deuxième partie où je parlerai du mal, entre guillemets, c'est-à-dire de la crise et des thérapeutiques qui ont été utilisées. La troisième partie, j'essaierai de la consacrer, je l'appelle retour sur le diagnostic. J'essaierai de dire, mais d'où vient cette crise? Et je m'aventurerai dans une métaphore automobile, comme vous verrez, et je conclurai rapidement. Première partie, les crises dans l'histoire. Alors, je ne prétends pas du tout faire là un retour exhaustif sur les crises dans l'histoire. C'est un sujet considérable, mais je vais vous rappeler ou vous décrire brièvement 2 crises. Alors, je vais commencer par 2 crises anciennes. Dans les 2 cas, il s'agit de bulles. De ce qu'on appelle des bulles spéculatives et des bulles spéculatives célèbres. La première nous ramène au XVIIe siècle, donc c'est un petit moment. C'est ce qu'on appelle la manie des tulipes ou la tulipomanie. Et elle nous renvoie à un engouement pour la tulipe dans la société hollandaise du XVIIe siècle, dont on peut trouver d'ailleurs des
réminiscences dans la peinture. Il y a des tableaux de Bruegel sur les tulipes, il y a des tas de choses comme ça. Et cet engouement pour la tulipe s'accompagnait de marchés pour les oignons, comme il est normal. Il y a des gens qui plantent des tulipes, il y a des gens qui récoltent des tulipes. Donc sur ce marché, il y a eu un certain nombre d'innovations. Par exemple, à un moment, on a permis de vendre ou d'acheter les tulipes à terme, ce qui n'était pas permis jusque-là. Et on fait dater souvent, alors c'est une question, il ne faut pas croire que ce sujet est un sujet sur lequel il y a consensus, les spécialistes discutent de la genèse de cette crise, des raisons profondes, je ne reviendrai pas là-dessus, mais ce qu'on a vu passer, c'est de 1634 à 1637, donc sur une période de 3 ans, une montée progressive des prix des tulipes, mais très spectaculaire. Et pour donner un exemple tout à fait extrême, en 1637, on a un exemple d'un oignon de tulipe. C'est quand même pas très gros, un oignon de tulipe. Alors d'une variété extrêmement rare, bien sûr, qui s'est négocié à un prix que je ne donnais pas le prix nominal, mais c'était la valeur de 2 maisons, où c'était 5 années de revenus. Donc vous voyez un petit peu ce que ça peut donner, c'est 100, 200 000 euros, je ne sais pas, quelques centaines de milliers d'euros. Tout ça pour un oignon de tulipe. Ça paraissait évidemment excessif, et en février 1637, le cours de la tulipe s'est effondré pour revenir près de zéro. Alors vous imaginez que ce genre d'aventure crée des bouleversements assez considérables. On a dit c'est la fin du commerce du vent. Et pour les économistes, c'est la première bulle spéculative très spectaculaire de l'histoire. Alors ça, c'est une crise financière. C'est même pas une crise financière, c'est presque une crise sectorielle. Là, on va passer à une autre type de crise financière qui nous amène cette fois au XVIIIe siècle. C'est la bulle des mers du Sud. La bulle des mers du Sud, c'est très poétique. De quoi s'agissait-il ? Bien, la Compagnie des mers du Sud, la South Sea Company, s'est vue attribuer, dans le cadre de contrats tout à fait standards, la gestion de la dette britannique. Donc, elle devait gérer la dette britannique. Il y avait toute une série d'accords sur la manière dont ça devait être géré. Elle recevait 6% d'intérêt. Et on lui avait donné en même temps l'exclusivité du commerce avec l'Amérique latine. C'était la contrepartie de son travail. Et à l'époque, le commerce avec l'Amérique latine était vu par le public comme une source de profit assez conséquent, de profit potentiel assez conséquent, alors qu'en fait, on était dans une période où ce commerce était extrêmement ralenti. Mais cet optimisme irraisonné, cette exubérance irrationnelle, aurait dit M. Greenspan, a continué, alimenté d'ailleurs par des rumeurs largement diffusées par les propriétaires de la compagnie, et a conduit les actions de la compagnie à des cours tout à fait stratosphériques en 1720-1721. Et un effondrement tout aussi spectaculaire, donc en 1721. Alors, un des perdants de l'affaire a été M. Newton, qui a laissé, qui en était fort dépité et qui a écrit ensuite cette phrase tout à fait célèbre, je peux prévoir le mouvement des astres, mais je ne pouvais pas calculer la folie des hommes. Voilà. Alors voilà donc pour les crises financières. Maintenant, je vais venir aux crises du XXe siècle, aux grandes crises. Évidemment, les grandes crises, bien, il y en a 2. C'est la crise de 1929 et c'est la crise dans laquelle on est entré. Alors, la crise dans laquelle on est entré, c'est une crise du XXIe siècle, donc la grande crise du XXe siècle est la crise de 1929. Je vais juste rappeler brièvement 2, 3 faits. On a dit de façon poétique que c'était la mère de toutes les crises, ou en faisant des allusions que vous comprendrez. Et cette crise a fait passer, c'est une crise qui est partie du système boursier, donc c'est un krach boursier qui a engendré une crise mondiale. Un krach boursier, il y a eu de 1921 à 1929, on était dans une période aux États-Unis euphorique sur le plan économique, la production industrielle, enfin une période très de croissance forte, hausse de la production industrielle de 50%, mais l'euphorie sur la bourse était bien plus manifeste puisque la bourse a augmenté pendant cette période de 300%.
À nouveau, certains des auteurs et des historiens mettent en cause une innovation financière qui aurait été un nouveau système d'achat de crédit d'action, qui n'est pas sans rappeler ce que le système, l'innovation financière de la manie des tulipes. Alors vous connaissez bien sûr l'image d'Épinal du krach de 1929. Vous avez tous vu des gens se jeter par la fenêtre ou des images de banquiers se jetant par la fenêtre. Est-ce que c'est une réalité ou une légende? C'est un peu difficile à dire. Mais disons, le krach a été contenu le jeudi noir grâce aux interventions des banques centrales, et le lundi 28 octobre donc 1929 a été le lundi noir. Le lendemain a été le mardi noir, la bourse ayant perdu successivement 13% et 12%. Et cette chute n'allait se poursuivre de 1930 à 1932 avec des pertes considérables, alors des pertes boursières d'abord, mais aussi une crise économique considérable. Le PIB des États-Unis a baissé d'un tiers, la reprise n'a eu lieu. Le PIB des États-Unis est revenu au niveau 1929 comme 1936. Et la production industrielle mondiale a baissé d'un tiers, donc c'était une crise une crise mondiale considérable. Alors la crise actuelle, que je date de 2008, qui nous a fait passer des subprimes à la dépression, a une origine différente. On est parti d'une crise locale, ce qui est l'effet du retournement d'une bulle immobilière aux États-Unis, qui était liée au crédit subprime, sur lequel Patrick Bolton vous a donné beaucoup d'informations la fois dernière, sur lequel je vais revenir très très rapidement, mais je ne vais pas revenir sur le fond. Et ensuite, cette crise locale s'est propagée au système financier mondial, pour des raisons que je vais réexpliquer très brièvement tout à l'heure. Et la politique, les responsables politiques économiques ont hésité. Ils ont sauvé une banque qui était en difficulté, qui s'appelle Northern Rock, et finalement accepté la faillite de Lehman Brothers. Ça nous conduit en septembre 2008. Donc vous voyez, un peu plus d'un an. Et la faillite de Lehman Brothers a été vraiment le déclenchement de la crise. Elle a suscité la chute de la bourse. Beaucoup de bourses ont perdu 50% de leur valeur, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et on a assisté à une transmission avec synchronisation rapide à l'économie mondiale. En particulier, donc entre fin 2008 et 2009, fin 2008, milieu 2009, c'est là que le mouvement était le plus rapide. Alors, donc vous voyez, elle est différente dans son origine. Il y a des parentés avec la crise de 2009. Naturellement, on peut espérer qu'elle ne sera pas aussi sévère que la crise de 2009. Et on vous parlera la fois prochaine de la sortie de crise. Alors, il y a toute une série de scénarios qui sont envisagés, comme vous savez. J'en ai mis un certain nombre ici. Il y a le scénario en V. C'est-à-dire on descend puis on remonte. Il y a un autre V plus loin, j'ai voulu mettre racine. C'est un V qui se poursuit par quelque chose de plat. C'est-à-dire on descend, on remonte, mais on reste plat après. C'est un scénario moins optimiste. Je passerai sur le U. Le W, c'est le scénario où on descend, on remonte, on redescend avant de remonter. Scénario en L, je ne vais pas commenter, vous voyez l'image de tout à l'heure. Alors je ne vais pas évidemment commenter ces scénarios, je pense que ce sera l'objet de la séance de la fois prochaine. Je vais juste, avant d'aller plus loin, essayer de réfléchir, de vous dire en deux mots, mais qu'est-ce que c'est qu'une crise ? Alors, j'ai déjà insisté sur le fait qu'il y a toute une variété de crises. Il y a des crises sectorielles, des crises générales, il y en a des crises locales, des crises globales. Là, je viens de parler de crise mondiale. Alors, fondamentalement, une crise, c'est un dysfonctionnement d'une économie. Alors, le mot est important, c'est une économie décentralisée. Qu'est-ce que c'est qu'une économie décentralisée ? C'est une économie dans laquelle les actions sont prises par une multitude d'agents indépendants qui se déterminent avec leurs objectifs propres. Et le modèle opposé de l'économie décentralisée, dont en quelque sorte le Gosplan est un petit peu le symbole, c'est une économie dans laquelle toutes les décisions seraient prises au niveau central, qui dicterait à toutes les unités de production, par exemple, ce qu'elles doivent faire, peut-être pas aux unités de consommation. Alors dans une économie qui serait centralisée, dans le monde du Gosplan, il n'y a pas de place pour la crise, d'une certaine manière. Il y a peut-être d'autres inconvénients, peut-être plus sérieux, mais il n'y avait pas de place pour la crise. Dans une économie
décentralisées. Donc les économies de marché sont des économies décentralisées. Alors est-ce que les économies de marché sont nécessairement des économies capitalistes ou pas? Ça c'est un peu une question sémantique dans laquelle j'entrerai pas. Mais dans les économies capitalistes d'aujourd'hui, et historiquement les économies de marché ont été des économies capitalistes pour l'essentiel, eh bien, enfin les économies de marché modernes bien entendu, ces économies sont des économies décentralisées. Alors quels sont les mécanismes de synchronisation des mécanismes? Donc la crise, ça va être fondamentalement un problème avec les mécanismes d'ajustement de ces économies décentralisées. Quels sont les mécanismes d'ajustement? Il y a les ajustements par les prix. Les économies de marché fonctionnent par des ajustements sur les prix de chacun des marchés. Ces prix sont censés égaliser l'offre et la demande, et donc si tous les marchés fonctionnent, il y a la conjecture discutable que le système comme un tout va fonctionner aussi. Donc il y a des ajustements de prix. Mais les ajustements de prix, c'est qu'une partie des choses. Hein. C'est un petit peu la partie immergée de l'iceberg. Hein. Il y a une partie beaucoup plus cachée qui est l'ajustement des attentes. C'est-à-dire que quand les agents des économies décentralisées décident de leurs actions de production, de consommation, ils le font sur la base d'une certaine image de l'avenir qu'ils ont. Ça s'appelle, ils se font sur la base d'anticipation. Et un des problèmes d'une économie décentralisée, c'est le problème de la coordination des anticipations. Est-ce que les anticipations des agents sont suffisamment coordonnées ou est-ce qu'elles ne le sont pas suffisamment? Et fondamentalement, une crise, c'est quoi? C'est une rupture brutale. Alors, dans un premier temps, superficiellement, du chemin suivi par l'économie, mais c'est en même temps, et plus profondément, une rupture de l'image collective de l'avenir qui était associée à ce chemin. Hein, vous êtes dans l'économie, les gens ont une certaine image de l'avenir. Cette image de l'avenir n'est pas nécessairement tout à fait exacte, mais elle n'est pas grossièrement fausse. Et en tout cas, cette image de l'avenir est portée par l'image par ce que le présent produit. Si un jour le présent produit quelque chose très différent de l'image qu'on a de ce qu'il devait produire, eh bien, c'est tout le mécanisme qui doit être... Il y a un mécanisme de reconstruction des anticipations, de reconstruction de la coordination des anticipations. Alors, la période de temps calme, l'image de l'avenir est en quelque sorte autoréalisatrice. Vous avez une certaine vision de ce que va être la croissance, et ça se réalise. En période de turbulence, cette image n'est plus autoréalisatrice et doit être reconstruite. Alors je vais revenir maintenant brièvement sur les faits, en vous rappelant des choses que ceux qui étaient présents pour la conférence de Patrick Bolton connaissent, sur lesquelles je vais revenir brièvement. Je ne vais pas m'attarder, mais vous rappeler ce qu'on peut appeler la débâcle de la planète financière. La débâcle de la planète financière, c'est tout ce qui s'est passé depuis 2007 jusqu'au début de 2009, après la faillite de la... Alors tout ceci vient de la crise des subprimes. Et la crise des subprimes, ça pouvait être vu malgré tout comme un incendie local. La crise des subprimes, c'est même un petit incendie, c'est 200-300 milliards de dollars. Ça paraît évidemment pas minuscule, mais c'est extrêmement faible par rapport à tout ce qui a été mis en jeu ensuite. Et qu'est-ce que c'est que la prime des subprimes? Eh bien, c'est le fait que on a fait des prêts risqués aux ménages américains, selon une mécanique qui vous a été décrite. Alors au départ, la législation qui permettait de faire des prêts subprimes, c'est-à-dire des prêts à des ménages qui n'avaient pas des capacités de remboursement considérables, même qui n'avaient pas du tout de capacité de remboursement, donc qui avaient des moyens financiers faibles, et faire des prêts à des taux importants. Elle était associée à une volonté de favoriser l'accession à la propriété des ménages les plus modestes, et à qui on a fait des prêts hypothécaires qui... Alors, des prêts hypothécaires aux États-Unis, il est facile, et c'est pas nouveau, c'est bien antérieur à cette crise. Hein, il était possible, par exemple dans les années 80 où j'avais regardé un peu ce sujet, il est possible d'avoir un prêt de 80% de la valeur de votre maison, hein, avec des hypothèques, c'est-à-dire avec le fait que si vous n'arrivez pas à payer à un moment donné, la banque n'hésite pas à saisir votre bien et à le revendre. C'était un système relativement brutal, mais relativement efficace. Mais là, on est passé en système avec des prêts à plus de 100%. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont prêté plus de 100% de la valeur de leur maison.
Et il y avait une certaine déresponsabilisation des intervenants, en particulier des banques, à cause de la titrisation, un point sur lequel je vais revenir dans une seconde, ce qu'on a fait. Si bien que on a vu un accroissement auto-entretenu de la hausse des prix, comme les prêts étaient faciles, il y a eu une demande pour le logement. Cette demande pour le logement a accru le prix de la construction et a rendu donc le remboursement, les gens qui n'arrivaient pas à rembourser, éventuellement obtenaient un autre prêt, puisque la valeur de leur logement avait augmenté. Donc il y avait un genre de mécanisme qui apparaissait vertueux et auto-entretenu. Un mécanisme évidemment qui n'est pas robuste à une hausse des taux d'intérêt qui va faire baisser les prix de l'immobilier et qui va donc détruire toute la logique optimiste de ce mécanisme. C'était assez évidemment non soutenable. Ce qui est surprenant, c'est que bien que ce soit évident, l'affaire se soit poursuivie. Toujours est-il que le système a commencé à donner des signes de faiblesse en 2007. Ce petit incendie a conduit à un ébranlement du système financier mondial. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on est passé d'un incendie local à un immense feu de forêt, en quelque sorte. Alors c'est bien sûr parce que il y avait de la sécheresse, il y avait des arbres qui étaient prêts à brûler. En fait, quelles ont été les raisons ? Bien, c'est d'une part, alors là, je ne vais pas revenir, je crois que Patrick Bolton nous avait expliqué vraiment très bien. Il nous avait expliqué, en quelque sorte, la nouvelle architecture du système bancaire international, du système financier international. Et cette architecture implique une imbrication plus grande des établissements. Les crédits donc détenus par les banques qui les avaient donnés et qui ont été mis sur le marché. Ils ont été titrisés. Ils ont été titrisés dans des produits plus complexes. Il y avait plusieurs crédits de ce genre. Alors tout ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire de mutualiser les risques. C'est un des rôles de la finance mondiale, enfin de la finance, du système financier. C'est de financer l'économie et c'est de mutualiser les risques, bien entendu. Tout ça partait d'un bon sentiment, mais a été fait de telle sorte que ces crédits subprime ont été disséminés dans le monde. Ils ont été saucissonnés par la titrisation, si bien que lorsqu'il y a eu un doute sur les capacités de remboursement, ou plutôt lorsqu'il s'est avéré qu'une grande partie de ces crédits subprime ne serait, une partie significative, enfin beaucoup plus significative que ce qu'on avait imaginé, ne serait jamais remboursée, il y a eu un doute sur toute une série d'actifs. Il y a eu accroissement des prises de risque et il y a eu perte de la confiance au sein du système bancaire et affaiblissement du marché interbancaire. La question à ce moment-là pour les responsables de politique économique, c'est l'effet domino. Quand une banque tombe, elle peut faire tomber ses voisines, puisque toutes les banques sont liées entre elles par des achats de titres, par des crédits, par des crédits qu'elles se concentrent les unes aux autres, etc. Donc il y a une possibilité d'effet domino. Donc le système étant en danger, on a craint l'effet domino. Et on a hésité, on a sauvé Northern Rock et on a laissé tomber Lehman Brothers, ce qui semble être a posteriori une erreur. Mais vous voyez bien qu'il y a évidemment des arguments pour essayer de... L'argument pour ne pas sauver une banque qui va faire faillite, c'est bien évidemment ce qu'on appelle l'aléa moral. Parce que si les banques sont certaines d'être sauvées le jour où il y aura un problème, elles vont prendre des risques qui ne sont pas... donc on a le sentiment qu'on devrait laisser porter une partie du risque sur le système bancaire qui a failli. Mais en même temps, en mettant en danger le système financier, on met en danger le système économique. Donc nous sommes un petit peu... L'ensemble de nos économies est un petit peu l'otage du système bancaire. Et on l'a bien vu dans ces choses-là. Donc la faillite de Lehman Brothers, ça a conduit à l'effondrement du marché boursier. Les banques se sont mises à vendre des actifs. Le marché boursier s'est effondré. Et on a vu la chute des bourses date de septembre 2008. Alors de la crise financière à la crise réelle. Donc là, septembre 2008, c'est vraiment le basculement dans la crise réelle.
eh bien, il y a eu une dépression rapide et synchronisée, une baisse du PIB dans les pays développés qui s'amorce à l'automne 2008, qui s'est poursuivie de façon sévère jusqu'au milieu de 2009, et avec un rebond aujourd'hui qui fait espérer que le pire est passé. Donc, le recul de la production, par exemple, sur la zone euro était prévu à 2% en 2009. J'ai pas les derniers chiffres, je suis pas sûr que c'est tout à fait exact. Accroissement du chômage aussi dans la plupart des pays européens de 2 points, en passant de 7 à 9% en taux de chômage, par exemple en France. Et on a assisté aussi à une transmission plus rapide que prévu vers les pays émergents. Alors, par des mécanismes assez clairs, qui sont des mécanismes de contraction du commerce international, donc contraction des débouchés des pays émergents, mais aussi retrait des capitaux des pays riches, des pays émergents. Et donc, il y a eu aussi une rétraction de l'activité économique dans les pays émergents, mais évidemment avec d'une ampleur moindre. Quand le PIB de la Chine passe de 5 à 4%, c'est évidemment considérable, mais il reste encore à 4%, et ça reste élevé, au moins vu d'ici. Donc voilà le passage de la crise financière à la crise réelle, entre guillemets. Quels sont les mécanismes de ce passage ? Je vais juste dire un mot sur les mécanismes. Alors ça, c'est quelque chose que les économistes connaissent bien, donc je vais utiliser des mots du langage spécialisé, mais je crois que ce qu'il y a derrière est assez facile à comprendre. Il y a vraiment deux types de mécanismes qui sont centraux dans ce passage de la crise financière à la crise économique, à la crise réelle. Le premier s'appelle l'effet de richesse, et le deuxième s'appelle en anglais le credit crunch, l'assèchement du crédit, dirait-on en français, ou les restrictions, ou la rétraction du crédit. Effet de richesse. Pourquoi ? Parce que imaginez qu'il y ait les économistes disent qu'il y a eu, ça correspond à une perte non anticipée du revenu permanent. Les décisions que vous prenez aujourd'hui, les décisions que prennent les entreprises aujourd'hui, sont fondées sur l'image de l'avenir. Elles sont fondées sur l'idée en particulier pour les consommateurs, pour vous, pour moi, sur l'idée que vous avez de vos revenus dans l'avenir. Et vous avez une vision, une mesure synthétique de votre revenu, c'est le revenu permanent, dont les économistes donnent des définitions plus ou moins convaincantes. Mais vous voyez bien que si tout d'un coup l'image de l'avenir change, par exemple s'il y a chute du marché immobilier, bien votre revenu permanent, l'idée que vous avez de votre revenu va changer. Par exemple, si vous êtes propriétaire de biens immobiliers et qui abaisse du prix de l'immobilier, vous vous sentez moins riche. Alors vous allez dire que les gens qui n'ont pas de biens immobiliers, qui sont plutôt locataires, pourraient se sentir plus riches. Donc l'effet global n'est pas complètement sûr. Par contre, si vous détenez des actions et si le cours de ces actions s'effondre, s'il est divisé par 50%, vous êtes sûrement moins riche. Alors vous allez dire, ça ne concerne qu'une petite minorité qui a éventuellement quand même beaucoup de pouvoir d'achat. La vérité, c'est pas vrai. Par exemple, il y a certains pays qui ont des systèmes de retraite basés sur la capitalisation. C'est vrai, par exemple, dans des pays vertueux du point de vue au sens social-démocrate du terme, comme les pays de Scandinave. Eh bien, les retraites gagées sur la capitalisation ont été tout d'un coup amputées de 50%. Enfin, avec l'espoir que ça rebondisse. Mais donc, il y a effectivement, si vous êtes détenteur, si vous êtes titulaire de revenus indexés sur les actions, par exemple retraité dans un certain nombre de pays, eh bien vous êtes moins riche immédiatement. Chute de l'activité aujourd'hui, ça veut dire aussi tout d'un coup pessimisme des salariés. Vous voyez qu'il y a toute une série de secteurs qui se contractent. Vous êtes sûrement beaucoup moins sûr de votre emploi, et en tout cas beaucoup moins sûr de la progression de votre pouvoir d'achat, tel que vous l'imaginiez initialement. Donc ça, c'est changement d'image de l'avenir. Il y a un autre changement de l'image de l'avenir qui va jouer un rôle, c'est qu'on n'a pas restabilisé l'image de l'avenir. Il y a un accroissement de l'incertitude. Vous ne savez plus très bien sur quoi vous basez. Et ces deux phénomènes liés vont conduire à ce qu'on appelle, c'est pas un mot compliqué, c'est l'épargne de précaution. Ça veut dire que vous consommez moins aujourd'hui pour mettre de l'argent de côté plus pour demain. Et donc, si les agents consomment moins aujourd'hui, eh bien, les entreprises produisent moins. Et évidemment, ces restrictions de consommation s'appliquent. Premièrement, le premier effet, c'est sur les biens durables.
C'est l'attentisme pour l'achat de biens durables. Pourquoi? Les biens durables, vous n'en avez pas besoin tous les jours, vous n'avez pas besoin d'une voiture tous les jours. Et donc, si vous vous sentez inquiet, vous allez reporter l'achat des voitures. Et comme vous le savez, une partie des mesures qui ont été prises ont visé à ne pas trop réduire, à ce que l'activité dans le secteur de l'automobile, par exemple, ne soit pas trop réduite. On a pris des mesures spécifiques, etc. Voilà. Deuxième chose, rétraction des prêts du système bancaire. Ça, c'est ce qu'on appelait le credit crunch. Simplement, les banques ont perdu confiance les unes dans les autres. Donc, elles se prêtent plus entre elles, mais elles ne prêtent plus non plus aux particuliers, ou elles prêtent beaucoup moins aux particuliers. Elles se méfient. Elles ont été obligées de liquider une partie de leurs actifs pour rétablir la présentation de leur bilan, etc. Et évidemment, du point de vue des entreprises, ceci lié au pessimisme sur l'avenir, baisse de l'autofinancement, ça conduit à la baisse de l'investissement. Donc vous voyez, donc, il y a un système qui n'est pas un système vertueux, mais tout à fait le contraire, un cercle vicieux qui s'instaure et qui va induire un mécanisme récessif cumulatif. Alors pour résumer ça, j'ai essayé de le faire de façon pas trop technique. Vous avez un très beau dessin que j'ai pris d'une publication de l'INSEE qui explique d'ailleurs très bien l'histoire de la crise des subprimes et du passage à la crise économique. Vous voyez bien, au haut du graphique, là, il y a le défaut de crédit, il y a vraiment l'histoire de la crise des subprimes, il y a donc baisse du prix des actifs financiers, dégradation des bilans bancaires, baisse du prix de l'immobilier. Là, vous voyez des flèches qui s'appellent effet de richesse négatif. Et puis baisse de l'activité intérieure. Donc ça, c'est un peu le mécanisme que j'ai expliqué tout à l'heure, mais vous voyez bien que ce mécanisme va dans les deux sens. La baisse de l'activité intérieure renforce la baisse des actifs financiers, qui va avoir éventuellement des effets sur la dégradation des bilans bancaires, qui va conduire à une restriction de crédit supplémentaire. Donc vous voyez toute la mécanique du cercle vicieux qui est à l'œuvre, résumé sur ce graphique que je vous laisserai méditer à tête reposée, que je ne vais pas commenter plus longtemps, mais c'est là on est vraiment au cœur de la mécanique. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Ça c'est la mécanique, c'est ce que j'ai appelé le mal tout à l'heure. Je vous ai expliqué un petit peu la transmission, grossièrement. Mais quelle thérapeutique a-t-on utilisé? Je vais faire simplement quelques remarques sur les thérapeutiques. En général, je ne vais pas reprendre toutes les mesures qui ont été prises ici et là, les 800 milliards de dollars américains, les politiques beaucoup plus prudentes des pays européens. Mais je vais revenir un petit peu sur le principe des thérapeutiques qu'on a utilisées. On a utilisé des thérapies de choc. C'est-à-dire que face à la crise, on a mis absolument les principes aux oubliettes. Tout ce qui déterminait, tout ce qui est, comme dit un de mes collègues, tout ce qu'on a fait est le contraire de ce que recommandent les manuels. Les manuels qui disent comment il faut gérer la politique monétaire avec les règles de Taylor, etc., qui s'étaient imposées un petit peu dans le monde des banques centrales. Les principes d'équilibre budgétaire qui s'étaient peu à peu imposés. On a mis les principes aux oubliettes, c'est-à-dire que on a vraiment essayé de répondre à l'urgence. On a fait l'hypothèse qu'il y avait grande urgence, hypothèse juste probablement, et on a fait des politiques d'urgence tout à fait différentes de celles qui étaient mises en œuvre auparavant. Alors en fait, il y a eu vraiment trois influences. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois influences, c'est très éclectique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une influence forte dans le traitement de la crise, il y a une influence forte des thèses de la vision monétariste et en fait de la vision friedmanienne de la crise de 1929. Je vais y revenir tout à l'heure. Et une influence forte, c'est-à-dire qu'on a vu revenir Keynes aussi. Keynes qui était un tout petit peu oublié, du moins sous sa forme populaire dans les années 60 ou 70. Le Keynes des manuels d'économie des années 70 qui était un petit peu oublié est revenu par la fenêtre. Et il y a une troisième grande influence, un grand principe qui a été le souci de ne pas casser le commerce international. Alors je vais revenir rapidement sur ces premiers points, sur ces trois points. Alors les leçons de 1929, selon Friedman, ont joué un grand rôle. La thèse de Friedman,
Alors ça ramène au débat entre économistes sur quel a été qu'est-ce qui s'est passé en 1929, débats qui sont très loin d'être terminés. Il y a toujours beaucoup de gens qui écrivent sur ce sujet. Une des thèses influentes a été la thèse de Friedman, de façon peut-être qui peut surprendre, puisqu'on est à une période où c'est Keynes qui semblait avoir eu le dernier mot, mais c'est pas tout à fait vrai. La thèse de Friedman, c'est que la crise était bien entendu initialement une crise boursière, mais qu'elle a été amplifiée par des erreurs de politique économique. C'est-à-dire qu'on a fait une politique monétaire qui, au lieu qui a enfoncé les banques, en quelque sorte, si je peux me permettre, hein, alors qu'on aurait dû tout faire pour les sauver. Parce que en enfonçant les banques, on a empêché l'activité économique de reprendre, on a empêché le carburant d'arriver au moteur, pour reprendre une image que je vais venir tout à l'heure. Et c'est une série d'erreurs systématiques, d'absence de secours fait aux banques, qui a aggravé considérablement une crise qui sinon serait restée beaucoup plus circonscrite. Ça, c'est la thèse de Friedman. Alors, cette thèse a été reprise de manière, je dirais, beaucoup plus prudente d'une certaine manière, mais le fond reste par un certain nombre d'interprètes modernes, dont Ben Bernanke, le président actuel de la Fed. Et elle a joué un rôle considérable. En 2008, on a tout fait pour soutenir le système bancaire. On a fait tout pour éviter le naufrage des banques et l'effet domino, en tout cas tout après la chute de Lehman Brothers. Jusque-là, on avait un petit peu hésité. Alors évidemment, de ce fait, en particulier, on a fait des choses la BCE a fait des choses qu'elle avait dit qu'elle ne ferait jamais. Les taux d'intérêt actuels de la Fed américaine sont voisins de zéro. Hein, les banques peuvent venir emprunter à la Fed avec des taux d'intérêt proches de zéro. Et de ce fait, on a sauvé les meubles. Naturellement, on a accentué l'aléa morale. Mais quand il s'agit de sauver les meubles, il faut sauver les meubles. Deuxièmement, le retour de John Maynard Keynes. L'idée qu'il fallait injecter du pouvoir d'achat à court terme pour éviter que l'activité économique ne s'effondre trop, ça c'est vraiment une idée keynésienne. Et c'est une idée keynésienne, je dirais, qui avait été, qui sous sa forme extrêmement simple ici avait été sortie un petit peu de l'horizon des décideurs. Et on a fait effectivement, on a utilisé des dépenses gouvernementales pour relancer l'activité économique, hein, tant aux États-Unis qu'en Europe, ou même en Chine, où Keynes a fait une entrée remarquable dans la politique économique chinoise. Donc ça c'est la deuxième chose. On a été éclectique, Friedman plus Keynes. Et puis une leçon de 1929, c'est qu'il fallait sauver le soldat commerce. 1929, et ça c'est un point assez consensuel des économistes, 1929, les problèmes ont été accentués par la contraction du commerce international. C'est-à-dire que les gens se sont mis à restreindre les importations dans leur pays pour soutenir l'activité intérieure, mais évidemment, en restreignant les importations et restreignant les exportations des autres pays, il y a une politique de chacun pour soi. Et là, on a décidé qu'on essaierait de sauver le commerce international. Alors, il y a une rétraction assez forte du commerce international, mais elle a été relativement limitée. Et on ne peut qu'être d'accord, quelle que soit l'opinion qu'on ait sur la désirabilité de politiques qui seraient de protection plus forte que ce qu'on a actuellement. Il est bien sûr que c'est sûrement pas le moment de les mettre en place. Donc, on a réaffirmé la nécessité de la coopération. On a fait des mesures qui sont un peu symboliques, mais ça a été vraiment un des volets de l'action publique et de l'action publique internationale. Je crois que c'est un peu le troisième volet. Donc, voilà ce que je voulais dire sur les potions amères que l'on a fait avaler à nos économies et à nous-mêmes. Maintenant, je vais essayer de dire quelques mots sur le diagnostic. Au fond, d'où vient cette crise? Qu'est-ce qu'on peut en dire? J'ai rappelé brièvement, j'ai pas été au fond ni de tous les mécanismes, ni de toutes les controverses. Sur chacun des points que j'ai donnés, il y a des avis qui peuvent être un peu différents. Sur la crise financière, ce que vous a dit Patrick Bolton la dernière fois me semble extrêmement satisfaisant et j'adhère à son analyse en grande partie pour l'essentiel. Alors, maintenant, je vais dire un mot sur le diagnostic. Et je vais utiliser, si vous voulez bien, une métaphore automobile. Dans une automobile, il y a un carburateur, il y a un moteur. Le carburateur, il amène l'essence dans la voiture et le moteur l'utilise. Alors pour moi, le carburateur, la métaphore n'est pas parfaite, mais elle n'est pas si stupide que ça. Le carburateur, c'est le système financier. C'est lui qui amène le carburant dans le système. Et le moteur, eh bien, c'est le système économique lui-même.
Alors, je mettrai en cause tout à l'heure, à côté du carburateur et du moteur, je mettrai aussi en cause le conducteur, ou les conducteurs, ou l'absence de conducteurs. Hein. Mais la première question que je vais me dire, au fond, la première thèse, c'est que tout ça, c'est une panne de carburateur. C'est un problème du système financier. Grosso modo, la thèse, c'est qu'il y avait un carburateur gonflé et que ça n'a pas fonctionné. Alors, c'est quoi ce carburateur gonflé? Ce diagnostic vient du fait qui a été longuement développé par Patrick Bolton à nouveau, c'est qu'on a vraiment sophistiqué le système financier, hein, et d'une manière qui, a posteriori, est apparue peu satisfaisante. Alors, première chose, il y a eu multiplication des intervenants. Et je dirais modification des fonctions des intervenants dans le système financier. Alors la multiplication des intervenants est liée à à l'abrogation de ce qui avait été le Glass-Steagall Act de 1933, qui avait été dicté par l'administration américaine et qui séparait l'activité des banques de dépôt, hein, des banques d'affaires. En disant que il y en avait certaines s'occupaient des investissements, des marchés financiers, les autres s'occupaient de gérer leurs dépôts. Et on a supprimé, et ce qui a amené à une suppression de la spécialisation des banques et au fait que toutes les banques interviennent sur le grand échiquier de la finance mondiale. Alors évidemment, de nouveaux acteurs sont apparus, comme par exemple les fonds spéculatifs, des hedge funds. Hein. On a vu apparaître des acteurs extrêmement étranges, hein, qui s'appellent les special vehicles, qui en fait étaient des émanations de banques, mais émanations de banques qui n'étaient pas soumises aux contraintes des banques, hein, qui faisaient des opérations qui sortaient du bilan des banques. On a vu toute une série de choses extrêmement bizarres au niveau des intervenants. On a vu aussi, deuxième point, l'idée du carburateur gonflé, c'est la multiplication des produits. Multiplication des produits dérivés. Depuis, on a vu par exemple apparaître développer les options. Ça, c'est déjà il y a un petit moment. Et puis on a vu apparaître de nouveaux produits, en particulier ceux liés à la titrisation, dans lequel on mélange, on saucissonne toute une série de titres pour mutualiser les risques. On a vu les crédits de default swap qui vous assurent contre les risques de défaut. Et tout ceci donnant lieu à des transactions entre des acteurs qui ne sont plus les émetteurs directs de ces titres. Hein. Les créances subprime, elles sont traitées, elles sont dans le système financier, et ceux qui les ont émises au départ sont plus dans le coup et n'ont plus d'intérêt dans l'affaire. Alors l'argument, c'est que ça améliore les performances du système, que ça répartit mieux le risque, que ça complète le marché, comme disent les économistes. Et il y avait l'idée, au fond, que tout ça était bien contrôlé parce que grâce aux mathématiques financières, avec des produits compliqués, des circuits compliqués, on a vu apparaître des méthodes d'évaluation compliquées. Par exemple, pour évaluer les options, on utilise des mathématiques qui s'appellent les mathématiques de Black-Scholes, qui sont des équations d'énervé partielles. Et tout ceci a donné du travail à des mathématiciens extrêmement brillants qui ont été utilisés par le système. Mais tout ceci a beaucoup de fragilités. Une fragilité qui sont liées à l'opacité. Alors je distingue deux types d'opacité. L'opacité interne. Lorsque vous mettez dans les banques les mathématiciens qui valorisent tous les produits, d'une certaine manière, les utilisateurs ne comprennent pas les modèles que ces mathématiciens ont utilisés. Donc, il n'y a plus personne qui maîtrise l'ensemble du système. Il y a évidemment une opacité externe. On a mis en place des produits qui sont des produits indéchiffrables, dont seuls les initiés comprennent le fonctionnement. Et puis il y a une opacité qui renvoie un petit peu à ce qu'on peut appeler l'équilibre systémique. C'est l'opacité que je voulais mettre en exergue tout à l'heure. Hein. C'est que dans ce système plus compliqué, dans lequel il y a des problèmes cognitifs,
de connaissance du système. Comment le problème de coordination des anticipations va-t-il se modifier? C'est-à-dire qu'au fond, dans un système plus compliqué, dans lequel il y a plus d'intervenants, plus d'acteurs, est-ce que l'image du monde sur lequel il faut se coordonner, est-ce qu'elle va émerger aussi facilement? La réponse est probablement non. Et j'ai ajouté un autre point, mais alors c'est un peu un autre chapitre, lié au premier, qu'il y a dans ce système compliqué, on va utiliser excessivement l'effet de levier, un effet de levier qui vous permet d'emprunter à des taux sûrs et de vous lancer dans des opérations risquées avec l'idée que si ça passe bien, vous gagnerez beaucoup d'argent, et si ça se passe mal, vous ne rembourserez pas votre dette et ce ne sera pas si grave que ça. Voilà. Donc ça c'est l'idée, il y a une panne de carburateur. On peut mettre dedans la panne de carburateur, on peut dire aussi les traders étaient trop excessivement rémunérés, on peut rajouter des choses. Le carburateur est un carburateur compliqué. Le problème, qui est responsable de cette... admettons qu'il y ait eu un carburateur mal conçu. Est-ce qu'il était mal conçu ou mal réglé ? Est-ce que ce sont les banquiers? Est-ce que, au fond, c'est l'autogestion du système bancaire par les banquiers qui est à l'origine? Ou est-ce que c'est les régulateurs? Puisque le système financier est en principe régi par des règles, il est supervisé par des régulateurs. Bien, la réponse est évidemment qu'il y a eu des faillites de la régulation. Faillite de la régulation, alors faillite de la régulation interne, c'est évidemment que les mathématiques financières ne prenaient pas mal en compte le risque de système, ce que j'ai appelé tout à l'heure le risque de système. Mais il y a eu faillite aussi en interne des agences de notation. C'est un point que c'est un nouvel acteur que j'introduis aussi. On l'a dit tout à l'heure. Mais il y a eu aussi des faillites de la régulation. Alors ces faillites de la régulation, elles sont imputables à quoi? Elles sont d'abord imputables à des incertitudes du savoir. Jusqu'à quel point faut-il interdire la sophistication? Il y a des désaccords assez forts là-dessus, sur les gens, je dirais, honnêtes, qui comprennent relativement le système et qui l'analysent. Ces désaccords sont de l'ordre du désaccord normal, et donc il y a vraiment une incertitude du savoir. Alors on a appris des choses qui vont réduire cette incertitude du savoir, mais on ne le savait pas nécessairement avant. Deuxièmement, il y a eu des erreurs de la régulation, on l'a dit, certaines dispositions de Bâle II ne sont pas spécialement, qui consistent à valoriser les actifs à leur prix de marché, ne sont pas spécialement bonnes en situation de crise. Patrick Bolton vous a raconté la dernière fois un certain nombre des naïvetés des régulateurs, où les régulateurs censés contrôler des banques qui, comme leur demande Bâle II, essaient d'évaluer leurs risques à partir de modèles compliqués, disposent de 2 personnes ou d'une personne mal formée pour essayer de contrôler des modèles produits par des équipes de dizaines de personnes et extrêmement sophistiquées. Donc il y a eu effectivement là une naïveté des régulateurs ou une faillite des régulateurs, une insuffisance des régulateurs. Et puis il y a eu surtout l'idée que on est dans un monde où la finance mondiale n'est pas régulée par un régulateur mondial, mais par des régulateurs nationaux. Et pour un certain nombre de gens, la concurrence des régulateurs devait être bénéfique. En étant en concurrence entre eux, ils allaient produire quelque chose d'efficace, qui était évidemment et qui s'est révélé d'une grande naïveté à nouveau. Alors, je vais vous raconter peut-être une histoire vraie que raconte Hans-Werner Sinn, qui est un économiste allemand de Munich. Un jour, il est allé voir les gens à la Banque de France qui lui ont dit « Maintenant, on est décidé, on ne va plus accepter, parce que lorsque vous mettez un nouveau produit sur le marché, vous devez demander l'autorisation aux régulateurs qui étaient donc ces gens qui étaient présents ce jour-là à la Banque de France, qu'il avait rencontrés, et ils ont dit « Maintenant, on a pris une décision, on ne va plus accepter que des produits que l'on comprend. » C'est fini. On n'accepte plus des produits qu'on ne comprend pas. Alors ces gens ne sont pas nécessairement des gens complètement sans éducation financière, comme vous devinez. Donc ils ont dit, on fera plus des produits. Puis Hans-Werner Sinn est venu les revoir quelques jours après, ou quelques mois après. Ils ont dit, bah non, on a lâché. Pourquoi? On s'est dit, si on fait ça, les produits qu'on refuse, on va les trouver à la City 8 jours plus tard. Et donc on était obligé de les accepter. Ça, je crois que c'est une histoire qui illustre très bien la faillite de la concurrence des régulations. Bon, il y a beaucoup d'autres chapitres, les paradis fiscaux, rémunération des traders, je ne les ai pas évoqués.
Alors je vais dire maintenant, ça c'est l'idée, il y a une panne de carburateur. On a un système financier qui avait plein de défauts. Quel que soit la raison à qui on impute ses dépôts, mais il y avait plein de défauts, et donc il faut remettre ça il faut reprendre le chantier. Là, je vais dire maintenant, on va regarder le moteur, on va prendre beaucoup de distance. Et je vais essayer de vous dire quel est le moteur, c'est l'économie dans laquelle on vit. Je vais essayer de mettre l'accent sur ce que j'appelle les changements du moteur, en mettant, en contrastant ce qu'était la mondialisation du 19e siècle. Comme vous le savez, il y a une mondialisation du 19e siècle, mondialisation très importante, qui a eu des effets aussi très, très significatifs, à la mondialisation du 20e siècle ou du début de la 21e siècle. Alors, pour faire bref et en reprenant une analyse assez célèbre qui est due à des économistes scandinaves, Ekscher et Ohlin, et qui date de l'après-Première Guerre mondiale, la mondialisation du 19e siècle était caractérisée par la mobilité des biens. On avait eu une révolution dans les transports qui permettait de transporter les biens. Il y a eu un abaissement considérable des tarifs douaniers, si bien que pour beaucoup de biens, en particulier le produit agricole, il y avait un marché mondial. Et ceci qui s'est développé de 1840 à 1910. Il y avait mobilité des biens, mais pour une large part, ce qu'on appelle fixité des facteurs. Alors, les facteurs, c'est quoi? C'est le capital et c'est les hommes. Alors, il y a eu malgré tout des grandes migrations à cette époque, mais dont je fais un petit peu abstraction. Et donc, il y avait grosso modo la mondialisation du 19e siècle. C'est une mondialisation dans laquelle il y a des produits mobiles et des facteurs fixes. Et Ekscher-Ohlin avait noté que, en dépit de la fixité des facteurs, s'introduisait une concurrence via le marché des biens, une concurrence sur le marché des facteurs. Mais cette concurrence conduisait en quelque sorte à des spécialisations sectorielles. C'est-à-dire que les pays qui sont par exemple très riches en capital se spécialisaient dans les biens intensifs en capital, alors que les pays qui seraient très riches en terre se spécialisaient dans les biens intensifs en terre. Il y a toute une analyse. La mondialisation de la fin du XXe siècle est totalement différente. Parce qu'elle se caractérise, alors si je peux le dire en deux mots, puisque c'est un petit peu en amont de mon exposé, parce que j'ai appelé je ne sais pas très bien comment dire, la production en rondelle, slice production, disent parfois les anglo-saxons, la production saucissonnée. C'est-à-dire que nous sommes la mondialisation du XXe siècle, ou du XXIe siècle, c'est dans lequel un des acteurs centraux, c'est l'entreprise multinationale, et cette entreprise multinationale a des ateliers partout. C'est-à-dire qu'elle fabrique une partie de son produit en Chine, une partie de son produit en Norvège, une partie aux États-Unis, une partie en France, et elle assemble tout sur place. Donc les ateliers d'entreprise sont répartis dans le monde. Donc vous avez une concurrence plus directe sur les facteurs de production, en particulier sur le facteur travail, via cette saucissonnage de la production. Il illustre ceci le fait que l'échange international, actuellement on évalue à 1/3 des échanges internationaux du commerce mondial, celui qui transite par les firmes multinationales, c'est-à-dire qui est en fait du commerce interne aux firmes multinationales. Je crois que c'est une bonne illustration de ceci. Alors évidemment c'est une mondialisation dans laquelle les gagnants et les perdants ne seront pas les mêmes, qu'il y a une concurrence directe entre les facteurs de travail, dans lequel ceux qui sont compléments du travail non qualifié du tiers-monde vont y gagner, ceux qui sont substituts risquent d'y perdre. C'est pas là-dessus que je veux insister, mais sur donc là, on s'est placé très loin. On va se rapprocher un petit peu de notre sujet. C'est que ce commerce international, cette mondialisation de la fin du XXe siècle, avec des échanges intenses, conduit à des déséquilibres commerciaux. Et l'exemple le plus frappant, c'est le fait que la Chine a une épargne considérable, épargne qu'elle place en dollars. Donc il y a des flux financiers considérables à gérer qui sont contrepartie des flux commerciaux. Ceci se fait dans un régime de liberté des mouvements de capitaux et avec un système monétaire post-Bretton Woods. Le système Bretton Woods, c'était un système de change fixe, et il a disparu au début des années 70. On a un système de taux de change flexible, enfin pour une grande partie des monnaies, il y a des pays qui contrôlent leur taux de change, comme la Chine par exemple. Ce qu'il y a à l'arrière-plan de la crise, c'est bien entendu ça. C'est une économie dans laquelle le commerce mondial
conduit à des déséquilibres commerciaux considérables qui doivent être gérés par le système de la finance mondiale. Voilà un graphique qui illustre, comme vous pouvez le voir, ce que je viens de dire. Il montre d'un côté les surplus d'un certain nombre de pays émergents, donc la Chine est dans les BRICS, là, et de l'autre côté, le déficit des États-Unis. Voilà un autre graphique, alors je vais passer sur ce second, je vais passer sur le troisième, qui montre comment quels a été l'effet sur les taux d'intérêt longs des bons intérêts. Alors je crois que c'est des bons américains à 10 ans. Vous voyez les taux d'intérêt. Vous voyez qu'à partir de 2000, le taux d'inflation n'est pas élevé. Il est en dessous de 3%, entre 2 et 3%. Mais les taux d'intérêt eux-mêmes ont beaucoup descendu. C'est-à-dire que les taux d'intérêt réels ont considérablement diminué. Donc de l'argent à bon marché. Pour les taux d'intérêt, pour les emprunts de ce type. Si nous amène, alors d'un côté il y a le carburateur, de l'autre côté il y a le moteur. Et ce que je viens de dire, c'est que les dysfonctionnements du carburateur sont vraiment liés au fait qu'on lui a demandé de traiter beaucoup plus de flux. Le carburateur doit amener beaucoup plus d'essence au moteur. Donc, je rappelle un petit peu, et ça c'est un peu illustré par comme je suis en retard, j'allais un peu plus vite, mais ces moteurs et carburateurs, c'est une crise du temps de la globalisation. L'excellent épargne mondiale suscite des équilibres mondiaux, effet sur le taux d'intérêt, effet de levier, taux d'intérêt à court terme, taux d'intérêt comme celui qu'on a vu tout à l'heure, taux d'intérêt réel faible, donc tentation d'utiliser l'effet de levier, sous-estimation du risque, surendettement et prise excessive de risque. Et je rappelle la phrase de Robert Solow que nous avait donnée Patrick Bolton la fois dernière. Lorsque des flux énormes de capitaux liquides coulent à travers le monde, il est possible qu'ils débordent de leur vase. Alors maintenant, ça c'est un petit peu, j'ai parlé du moteur, et j'ai parlé du carburateur, et j'ai expliqué que c'était un peu la relation entre le moteur et le carburateur qui était en cause. Quid du conducteur? J'ai mentionné qu'il y avait eu des fautes de régulation. Et parce qu'il n'y a pas de régulateur mondial, il y a des conducteurs. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a eu d'autres fautes auxquelles je n'ai pas fait allusion. C'est les politiques monétaires accommodantes, l'expansion du crédit qui a précédé la crise financière, en particulier aux États-Unis. À l'époque Greenspan a fait son mea culpa, mais il est tenu pour responsable d'une partie de ce qui s'est passé. Et donc, il y a un problème de conducteur. Et je voudrais terminer justement en disant on a été victime d'une illusion, l'illusion de la grande modération. C'est dans les années entre, disons, 85 et 2005, on a assisté à ce que les économistes, ou un certain nombre d'entre eux, ont appelé la grande modération. C'est-à-dire qu'on a vu dans nos économies développées, on a l'impression que la croissance est devenue assez stable, la volatilité des taux de croissance s'est beaucoup baissée, la politique monétaire est apparemment efficace, on a réduit l'inflation. Donc on est entré dans une zone dont tout le monde pensait que c'était une zone calme. C'était la zone de grande modération. Nos modèles fonctionnaient parfaitement. Donc il y avait un sentiment de travail bien fait. On avait enfin dominé la complexité du monde économique et on savait le gérer. Et ça, évidemment, c'était une grande illusion. Grande illusion qui a été révélée par la crise à laquelle on a été confronté. La grande modération, en fait, elle a été le calme avant la tempête. Et ce calme avant la tempête, il faut évidemment essayer de comprendre pourquoi on est passé du calme à la tempête. Mais il faut bien voir que la raison de fond, c'est vraiment, et ça je vais un peu terminer comme je suis un petit peu en retard, c'est vraiment la déconnexion
entre les frontières de l'État et les frontières du marché. Et là, le lien entre libéralisation et crise. Alors, je remets aussi ce diagramme qu'avait présenté Patrick Bolton. Vous voyez sur ce diagramme, vous voyez les crises au XXe siècle. C'est un diagramme d'un article de Rogoff. Et donc vous voyez sur la gauche du diagramme la crise de 1929. Il y a des pics qui sont calculés d'une manière sur laquelle je ne vais pas revenir, hein, mais disons, enfin, plus le pic est élevé, plus la crise est sérieuse. Vous voyez donc la crise de 1929, elle n'était pas complètement isolée, mais c'est quand même la grande crise. Et vous voyez qu'à partir de 1972, c'est le début de la libéralisation, c'est l'après-Bretton Woods, c'est le début du mouvement de circulation libre des capitaux. Il y a eu toute une série de crises qui ont touché les marchés émergents, le Japon, la Thaïlande, l'Asie du Sud-Est, etc. Ces crises apparaissent alors que nous, on est dans la grande modération. Les économies développées, il y a rien qui se passe. Ce qui se passe, c'est à l'extérieur des économies développées. Nous, depuis 80, on est dans la grande modération. Tout va bien, tout est calme. Et voilà qu'arrive 2007-2008. Mais on peut se dire que ce que suggère ce diagramme, c'est qu'au fond, c'est la grande modération qui est un accident et pas tellement les crises. Je ne voudrais pas aller trop loin là-dessus, puisque je ne suis pas sûr d'avoir raison. Je terminerai donc en posant la question, hein, cette crise est une crise du temps de la globalisation, est-ce une crise de la globalisation? Elle a des ingrédients communs à toutes les crises, hein, le désancrage de la perception de l'avenir par rapport à ce qu'on peut appeler les fondamentaux. Hein, politique monétaire laxiste, déréglementation, libéralisation implique une phase spéculative, illusion d'un niveau modèle, anticipation de plus-value à court terme. Elle a des caractéristiques spécifiques, hein, l'autonomie de la planète financière, la mondialisation des échanges et des déséquilibres financiers, la logique de circulation des capitaux et le système monétaire. Donc ce qui est en cause, c'est pas du tout le carburateur seul, c'est vraiment le carburateur et le moteur, et c'est aussi la capacité du conducteur à gérer l'ensemble du système. Et je terminerai évidemment par les menaces. Les menaces, c'est qu'évidemment les causes de cette crise sont pour l'instant imparfaitement traitées. Le système financier, ça c'est vraiment de notoriété publique et tous les gens qui le connaissent le disent, est imparfaitement remis en ordre. Il reste beaucoup encore de crédits douteux, de créances douteuses qui sont quelque part cachées dans les bilans. Il n'y a pas eu de changement de la régulation suffisamment drastique pour calmer les inquiétudes. Les déséquilibres dus à l'épargne mondiale perdurent et vont perdurer sans doute un moment. Et le système d'échange avec la prééminence du dollar, système un peu bancal dans lequel il y a des taux de change fixes et des taux de change de facto fixes et de change flexibles, hein, reste à réformer, à remettre sur pied. Naturellement, je ne voudrais pas terminer sur une note pessimiste. Je pense que la fois prochaine, Agnès Benassi-Kéré vous dira quelles sont toutes les bonnes raisons qu'on a d'espérer une sortie de crise rapide et durable. En ce qui me concerne, je vais m'arrêter là. Merci.